dictionnaire inattendu des noms de femmes. Et puis, il vient de sortir, cette semaine, des contes illustrés, 3 histoires d'amour, contes à méditer, un peu des paraboles. 3 histoires différentes, autour de 3 thèmes concernant l'amour. 3 histoires d'amour. L'ours sûr de son miel, c'est la rencontre. Le merle bénédictin, c'est le thème de la réconciliation. Et l'écuyère, c'est le thème de la déclaration d'amour. C'est-à-dire une écuyère qui doit choisir entre 6 personnages du cirque, un dompteur, un funambule, un jongleur, un trapéziste, un prestidigitateur et un clown. Qui va-t-elle choisir? Mystère. Voilà. Okay. Donc, déclinaison autour de l'amour. Dans ces 3 phases, finalement, on rencontre quelqu'un, on peut se disputer avec lui, on peut se quereller, on peut, etc. Comment se réconcilier? Et puis aussi, alors, dernière histoire, mais c'est le départ, c'est qui choisir. Voilà. Donc en fait, c'est ce monde, c'est un monde du cirque que vous avez... Oui, c'est le monde du cirque, parce que le monde du cirque, j'ai trouvé que c'était très symbolique. Voilà. L'écuyère représente la femme, et la femme qui dompte en quelque sorte, on va dire, les forces un peu primaires à travers les chevaux. Hein. Chevaux d'ailleurs étant une figure féminine. Le cheval c'est la croupe, là où l'homme c'est le taureau, c'est l'encolure. Et donc l'écuyère elle connaît les forces masculines et elle sait comment les dompter, comment les canaliser. Oui, mais alors voilà, à un moment donné, les animaux c'est bien, on va se retrouver devant la figure virile du mâle et du mâle amoureux. Alors voilà, elle a la chance de pouvoir choisir entre 6 personnages. Alors, mais choisira-t-elle? C'est la question. Voilà. L'autre histoire, l'ours qui s'appelle l'ours sûr de son miel. Alors c'est l'histoire d'un dérangement, parce que je pense que l'amour est profondément un dérangement heureux. Mais c'est un ours élégant, raffiné, très cultivé, qui partage son temps entre sa très belle bibliothèque, plus belle que celle-ci, et puis sa belle voiture de sport qui lui permet de visiter un peu le monde. Alors il a une vie, on pourrait dire comme on pourrait rêver tout honnête homme, hein, une vie qui est à la fois intellectuelle, spirituelle, etc. Mais voilà qu'il va rencontrer une femme oiseau. Et ça va bouleverser évidemment ces catégories, si je puis dire. Alors comment cela va-t-il se passer? Deuxième histoire. Donc, ce sont des contes? Oui, ce sont des contes, ouais. Et des contes, oui, des contes, c'est-à-dire que ce qui est intéressant dans le conte, c'est qu'il est ouvert, c'est un récit ouvert, il n'y a pas de fin. Même s'il y a une fin, mais c'est une fin qui en fait est un horizon. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est de traiter les choses de façon, à la façon un peu d'une parabole. La parabole ne se referme pas sur une morale, la parabole ne donne pas de leçons, elle ouvre des horizons. Et je pense que ce que les hommes, malheureusement, peut-être c'est une erreur, recherchent trop volontiers, c'est l'obtention d'un savoir. Et l'obtention d'un savoir, à mon avis, c'est pas suffisant pour vivre. Ce qu'il faut, c'est aller toujours vers de nouveaux horizons. Et donc, je pense que le récit parabolique, le récit du conte, la forme du conte, eh bien, est très propice à ce genre de comment dirais-je, de démarche, d'itinéraire. Voilà. D'accord. Et alors, votre autre livre? Alors, l'autre livre, ça s'appelle « Femme, que de mots pour vous dire ». Alors ça, c'est une autre aventure. En fait, c'est parti, il y a 2 ans, d'une réflexion que j'avais lue dans Le vol du vampire de Tournier. C'est Tournier qui avait, quand il était jeune, interviewé Claude Lévi-Strauss. Et Claude Lévi-Strauss, il avait posé la question suivante. Il dit, à supposer qu'on n'ait plus d'une civilisation, qu'il ne nous reste plus d'une civilisation qu'un dictionnaire et une grammaire. Qu'est-ce qu'on saurait de cette civilisation? Et alors, Lévi-Strauss a répondu, mais alors, tout de go, abruptement, on saurait tout. Un dictionnaire, tous les mots, une grammaire, la façon de les agencer. Pour Lévi-Strauss, c'était la clé de compréhension fondamentale d'une civilisation, d'une société donnée.
Alors ça a un peu, comment dirais-je, aiguisé mon esprit. Je me suis dit, mais alors, choisissons un sujet intéressant, sujet le plus intéressant, les femmes. Bien. Et maintenant, regardons ce que le dictionnaire nous propose. Alors j'ai parcouru quelques dictionnaires. Très humblement, j'ai pris un petit crayon à papier et je me suis mis, d'abord dans un premier temps, à noter tous les substantifs. Pas les adjectifs, parce que les adjectifs, ça qualifie. Donc, mais les substantifs, comme leur nom l'indique, ça indique la substance. C'est-à-dire que les substantifs, ça traduit vraiment fondamentalement ce qu'est une chose ou un être. Donc j'ai repéré tous les substantifs qui étaient vraiment consacrés, que la langue française consacrait pour dénommer les femmes. Je n'ai pas été exhaustif, mais j'ai quand même, je pense, été assez complet. Plus de 300 mots. Et puis, ensuite, je me suis intéressé à leur étymologie. Je me suis intéressé à leur histoire. Ce livre est une traversée de l'histoire de la langue française. Leur histoire, les écrivains, les grands écrivains qui les avaient employés, l'usage, évidemment, qu'on en fait encore aujourd'hui, pour certains, pas pour tous. Et puis, après, évidemment, la saveur des mots étant quand même source d'inspiration, je me suis amusé à réfléchir un peu et à porter un peu une réflexion sur ces mots, autour de ces mots. Alors, voilà, la conclusion est étonnante. 330 mots, 340 mots. Nous sommes en France un pays de courtoisie, paraît-il, de galanterie. Les 2 tiers de ces mots sont franchement péjoratifs. Je me suis un peu... Non, ce n'est pas un essai, mais je me suis quand même interrogé, savoir comment, dans ce pays qui passe pour le pays de la galanterie, il y avait quand même beaucoup de mots qui dénigraient la femme ou qui la salissaient. Alors, je sais pas, il y a des catégories dans la préface, je l'explique assez bien, oui. Il y a des mots, évidemment, qui sont de cortège assez noble, vous voyez, déesse, reine, princesse, dame, diva, muse, madone, vierge, etc., etc. Il y a aussi des hiérarchies assez glorieuses, les anges, les abeilles, les cygnes, les colombes, les alouettes, les fées, etc. Il y a quelques ballets sympathiques, des geishas, des fatmas, des houris, des mousmées, des vainés. Il y a quelques mots touchants, biche, doudou, gazelle, demoiselle, tendron, jouvencelle. Mais alors après, on arrive à des parades qui sont beaucoup moins sympathiques. Que dire des boudins, des dondons, des quiches, des rombières, des trumeaux, des viragos. Que dire des aguicheuses, des allumeuses, des enjôleuses, des chippies, des coquines, des libertines, des hystériques, des nymphomanes. Et puis alors toute une cohorte de femmes pas sympathiques, des bacchantes, des amazones, des courtisanes, des étaïrs, des gendarmes, des marates, etc., etc. Il y a donc beaucoup de mots péjoratifs. Et puis alors, parmi ces mots péjoratifs, il y a une famille, mais alors considérable, qui est la famille des animaux, des femmes, la femme traitée, n'est-ce pas, de noms d'animaux. Hein. D'ailleurs, il y a des belettes, il y a des fouines, des chiennes, des cochonnes, des hyènes, des lionnes, des tigresses, des panthères, des poules, des perruches, etc., etc., etc. Oui. Alors, ces mots, je les dissèque, je pars toujours de l'étymologie, parce que je pense que la racine du mot est toujours fondamentale. L'étymologie, quel usage les grands écrivains en ont-ils fait? Je donne quelques exemples, je cite abondamment, évidemment, la littérature française. Puis après, j'essaie de comprendre ce qui s'est passé. On va prendre un mot moderne, par exemple. Le dictionnaire, il commence... le mot le plus ancien, c'est le mot pucelle, qui vient du 9e siècle, hein, pulcella, qui veut dire la jeune fille. Bon, ce mot pucelle, d'ailleurs, je fais une petite digression, il évolue. Hein. D'abord, il a un sens très noble, la jeune fille. Et vous voyez qu'aujourd'hui, progressivement, ce mot de pucelle, il prend des colorations qui sont quand même, des connotations qui sont quand même moins sympathiques. C'est un peu dénigrant, la pucelle, etc. Bon. Mais un mot moderne, une création moderne, la meuf, par exemple, la meuf. Si on réfléchit au mot meuf, qu'est-ce que c'est? C'est du verlan. C'est-à-dire qu'on inverse les syllabes ou les lettres. Or, là je réfléchis un peu, qu'est-ce que c'est que le verlan? Le verlan, c'est un langage crypté. Le verlan, c'est le langage des bagnards ou des mauvais garçons qui ne veulent pas être compris. Qui veulent pas être compris, par exemple, des geôliers ou des gendarmes, etc. C'est aujourd'hui le langage
d'une certaine banlieue qui se sent déphasé par rapport à la société globale. Alors, quand même, c'est à partir du moment où c'est un langage crypté, donc qui caractérise une incompréhension. Je trouve que le fait d'appeler les femmes des meufs, ça dénote quelque chose dans certains milieux, ou chez certains hommes, quelque chose d'un peu inquiétant, comme s'il y avait d'un seul coup une espèce de, comment dirais-je, d'incompréhension, de séparation, de distanciation de l'homme vis-à-vis de la femme. La femme n'est qu'une meuf. Vous voyez ? Alors, quand vous dites une meuf, ça prend tout de suite une valeur d'objet, si tant est que ce soit une valeur, et on n'est plus dans un rapport au sujet. Et le mot meuf, il est de ce point de vue, quand on y réfléchit bien, beaucoup plus redoutable qu'il n'y paraît. Hein ? Le mot nana, qui l'avait précédé, était plus générique et disons que le mot nana recouvre peut-être une étendue de sens qui, pas franchement sympathique, mais qui est quand même un peu complice, un peu amical, etc. Les nanas, etc. Voilà. Mais le mot meuf, sous ses allures aujourd'hui très à la mode, moi, il m'interroge. Il m'interroge beaucoup. Il interroge sur le rapport que nous avons à la femme, je trouve. Voilà.